Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 23 juin. Jusqu'au bout du suspense, le Conseil de l'Europe aura négocié une grande partie de la nuit pour aboutir à un traité simplifié. Au bord de la rupture, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont finalement fait plier la Pologne. Nouvelle ambition et explication dans ce journal. Les absents ont-ils toujours tort? Le Conseil national du Parti socialiste a fixé le calendrier de la rénovation, adoptant la proposition de François Hollande, et cela en l'absence de Ségolène Royal. Un couple s'est vu retirer la garde de ses enfants durant 15 jours après un courrier accusant le père de famille de pédophilie. Des soupçons finalement balayés. Reste à savoir à partir de quand commence le principe de précaution en la matière. Thierry Henry rejoint Ronaldinho au Football Club de Barcelone. L'attaquant de l'équipe de France quitte l'Angleterre et Arsenal pour une nouvelle équipe déjà qualifiée de Galactique. Enfin, à quoi ressemblait le rock'n'roll dans l'Amérique des années 50? La Fondation Cartier à Paris vous propose de découvrir cette révolution musicale qui est toujours dans l'air du temps. Soulagés, les traits tendus, mais le sourire était bien là sur les visages des leaders européens la nuit dernière. Vers 4 heures du matin, l'Europe sortait enfin de 2 ans de blocage et pourtant rien ne fut simple. Les discussions ont été rudes, on a même frôlé l'incident avec la Pologne. Un succès collectif, même si les observateurs s'accordent à reconnaître le rôle important joué par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Michael Darmon, Fred Furnemont. Des fleurs pour Angela Merkel. À 5 heures du matin, la chancelière peut enfin se détendre. Accord conclu, mais on est passé tout près de la catastrophe. Retour sur un psychodrame à 27. Hier, en fin de journée, la Pologne déclenche la crise en rejetant le projet de compromis franco-allemand. Angela Merkel tape du poing sur la table et menace de conclure le Conseil européen sans les Polonais. Nicolas Sarkozy sort prendre l'air, puis s'enferme dans son bureau. Le dîner de quelques-uns de ses collègues chefs d'État va refroidir. Il a ensuite eu un entretien avec Lech Kaczynski, le président polonais, dans le bureau de la délégation française. Il a fait chercher Tony Blair, qui était au dîner des chefs d'État et de gouvernement. Monsieur Blair est arrivé et ils ont eu une discussion à 3. C'est le marathon de la dernière chance. Négociation au téléphone avec Varsovie ou en tête-à-tête. Entre coups de théâtre et coups de gueule, la consigne est donnée au porte-parole de l'Élysée de dérouler le feuilleton à la presse. Il a les dépêches. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. À 4h30 ce matin, place aux acteurs et à l'épilogue. Nous ne sommes pas passés loin de la rupture, mais je peux dire que la France n'a jamais renoncé. À cet instant, chaque chef d'État donne sa version des faits. Au Luxembourg, par exemple, on pense que ce traité simplifié est un peu compliqué. L'Europe fonctionnera mieux avec le traité à venir qu'avec le traité de Nice, mais d'une façon moins performante qu'elle l'aurait fait avec le traité constitutionnel. Nicolas Sarkozy est satisfait avec un zeste de fausse modestie. Moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'on a révolutionné quoi que ce soit. Mais simplement, cette idée de traité simplifié, c'est la France qui l'a portée depuis le début. Et Nicolas Sarkozy compte bien imposer son label sur le terrain européen. Mais ça fait que commencer. L'Europe respire donc et s'est fixé un nouveau calendrier. La Constitution est oubliée, mais au profit de quel traité? À quoi ressemble ce texte qui veut relancer les ambitions européennes? Tout cela mérite quelques explications. Jean-Paul Chapelle. Fini la Constitution européenne, ce traité ordinaire, à défaut d'être simplifié, se concentre sur une question: comment fonctionner à 27 ou plus? Dans ce règlement intérieur de l'Union, fini la présidence tournante qui changeait tous les 6 mois. Dès 2009, il y aura une présidence stable, 2 ans et demi renouvelable. À ses côtés, un ministre des Affaires étrangères commun, rebaptisé haut représentant. Pour prendre des décisions, le vote à la majorité va se généraliser. Il faudra l'accord de 55% des États pourvu qu'ils rassemblent 65% de la population. Ce système, qui favorise les pays les plus peuplés, ne s'appliquera qu'à partir de 2014. C'est une des concessions faites à la Pologne. Le Royaume-Uni, lui, a obtenu des dérogations sur les politiques communes. En revanche, le vote à l'unanimité, qui donne un droit de veto à chaque pays, reste la règle pour les questions sociales et fiscales. La charte des droits fondamentaux aura désormais une force contraignante, sauf pour le Royaume-Uni.
La rédaction juridique du traité devrait être achevée à la fin de l'année. Les 27 auront jusqu'aux élections européennes de 2009 pour ratifier ce traité, une ratification faite par les parlements. À de rares exceptions près, il n'y aura pas de référendum. Et dès ce matin, Dominique Strauss-Kahn s'est réjoui de ce dénouement européen, et cela en marge de l'ouverture du Conseil du Parti socialiste. L'ordre du jour était aujourd'hui le calendrier du processus de rénovation, un calendrier fixé par François Hollande et approuvé par le Conseil, et cela en l'absence de Ségolène Royal, retenue, je cite, pour des obligations régionales. Françoise David, Vassila Kamli. Ça va, bonjour, ça va. Décontraction affichée, même s'il y avait aujourd'hui au Conseil national du PS une absente remarquée, Ségolène Royal, et une invitée surprise, l'Europe. Après l'accord intervenu à Bruxelles, partisans du oui ou du non campent sur leurs divergences. Il y a un renoncement à l'ambition européenne, un renoncement à l'intégration européenne, un renoncement à l'Europe sociale qui ne peut pas faire plaisir à ceux qui souhaitent une Europe forte, dont on porte les couleurs haut. Que les peuples soient contents ou pas, qu'il y ait beaucoup d'abstention à toutes les élections européennes, qu'il y ait des non à chaque fois qu'il y a un référendum, ça ne les trouble pas. On continue comme avant. L'autre affaire du jour, c'était le calendrier de la rénovation du PS. Tous les dirigeants étaient là, sauf une, Ségolène Royal, l'ancienne candidate qui pourtant voulait précipiter la rénovation. Le débat, soyons clairs, le débat ce n'est pas tout sauf Ségolène Royal, ou Ségolène Royal, sinon rien. C'est un débat, encore une fois, sur le fond. Certains se projettent déjà en 2012, mais les Français ne vivent pas en 2012, ils vivent en 2007, ils vivent au quotidien et parfois durement. Donc évidemment, il faut avoir des perspectives d'avenir. Mais notre rôle aussi, c'est de défendre les Françaises et les Français. Une sorte d'alliance de circonstances a donc entouré François Hollande. Ses propositions ont été acceptées. Quant à lui, il a minimisé la défection de Ségolène Royal. C'est pas à l'approuver ou la désapprouver. On est dans un parti libre où chacun vient selon son propre agenda et selon son propre calendrier. Mais c'est normal, écoutez. Les premiers rendez-vous du débat interne sont fixés après l'été. Quant au Congrès, il aura bien lieu au lendemain des municipales. Aujourd'hui, François Hollande n'avait pas l'air d'un premier secrétaire en sursis. Ségolène Royal était donc absente de ce Conseil national. Ses proches, on l'a vu, n'ont pas obtenu l'avancée du Congrès du Parti socialiste à l'automne prochain, comme elle le souhaitait. Cet après-midi, l'ex-candidate à la présidentielle était avant tout présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes. On l'écoute. Ma place est là où je décide qu'elle doit être. Et aujourd'hui, j'ai décidé que ma place était ici, voilà, aux côtés de projets très importants. C'est un message de travail, de responsabilité. J'ai beaucoup donné pendant les campagnes nationales et maintenant je me consacre à mon rôle de présidente de région. Et c'est passionnant parce qu'on est aux côtés de personnes paisibles, authentiques et qui s'impliquent sur le développement de leur territoire. Bonjour madame, tout va bien ? Propos recueillis par Anne Guillet et Fabien de la Justice. Jacques Chirac n'entend pas témoigner dans le cadre de l'affaire Clearstream. Arguant de la Constitution, l'ancien président de la République l'a fait savoir dans un communiqué. En revanche, celui-ci se dit prêt à s'expliquer sur les dossiers antérieurs à son élection à l'Élysée en 1995. Explication, Dominique Verdaillan, Laurent Desbois. Aux yeux de la justice, Jacques Chirac est redevenu depuis une semaine un citoyen comme un autre. Les juges Duy et Pons, qui instruisent le dossier des faux listings de l'affaire Clearstream, voulaient entendre comme témoin Jacques Chirac, comme ils ont entendu Dominique de Villepin et Michel Alliot-Marie. En juin 2006, sur France 2, Jacques Chirac avait d'ailleurs évoqué cette procédure. J'ai lu tout et son contraire sur cette affaire. Alors je vous dirai simplement une chose. La justice est saisie, je lui fais toute confiance. Laissez-lui le temps et la possibilité de se prononcer. Elle dira la vérité et ce qu'il faut en conclure. Mais au code de procédure pénale, Jacques Chirac oppose la Constitution qui exclut qu'un chef de l'État puisse être contraint à témoigner sur des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Conséquence, l'audition se transforme en communiqué. Cette position de principe n'autorise pas le président Chirac à répondre favorablement à la démarche des juges Duy et Pons. Il leur a écrit en ce sens. Pas d'audition donc, mais une volonté de se défendre. Le président de la République dément catégoriquement avoir demandé la moindre enquête visant des personnalités politiques dont le nom a pu être mentionné. Jacques Chirac se dit prêt en revanche à répondre aux questions des autres juges. Alain Philibaud, par exemple, chargé des emplois fictifs du RPR, dossier dans lequel a été condamné Alain Juppé.
Pour l'avocat de Jacques Chirac, aucune date n'a été arrêtée. Il nous confirme en revanche la volonté que ce rendez-vous judiciaire se déroule loin des regards indiscrets. Pourquoi nous a-t-on retiré nos enfants durant 15 jours? Près de Carcassonne, un couple réclame qu'on lui explique comment il a pu être privé de ses 2 enfants de 2 et 3 ans, placés dans des familles d'accueil. À l'origine de l'affaire, un courrier accusant le père de famille de pédophilie. Qui l'a rédigé? Comment ce courrier a-t-il été motivé? Isabelle de Lyon, David Brest nous explique tout cela. C'est une famille qui se croyait sans histoire, jusqu'à ce jour où Catherine Keller apprend par un simple coup de fil que ses 2 petites filles sont placées dans des familles d'accueil. J'étais vraiment sous le choc et en même temps dans l'incompréhension totale de cette situation. 5 jours de questions sans réponse, d'inquiétude, avant d'apprendre que Stéphane, le père, est soupçonné d'atteinte sexuelle sur la plus jeune de ses filles. Devant une employée de la crèche, elle aurait eu des gestes et paroles équivoques en jouant avec une poupée. Sans autre vérification, cela a suffi pour qu'on enlève 2 enfants à leurs parents. Mais il faut quand même prendre le temps d'enquêter, quoi. On ne peut pas non plus embastiller des enfants comme ça, d'une manière éclair, sans savoir de quoi il en retourne. Ne serait-ce que là, si réellement il y avait eu atteinte physique, sexuelle sur notre petite fille, les professionnels qui sont dans cette structure, qui changent notre enfant tous les jours, l'auraient vu. Selon le Conseil général, quand le signalement vient d'un professionnel et porte sur des faits graves, le principe de précaution impose des mesures immédiates. Nous saisissons la justice sans du tout nous prononcer sur la véracité des faits. Notre mission est une mission de protection de l'enfance. Mais pourquoi la justice, qui ordonne le placement immédiat des enfants, attend-elle ensuite 10 jours avant de nommer un médecin légiste qui constatera que les fillettes sont indemnes de toute atteinte? C'est quand même anormal que dans ce dossier-là, les vérifications de cette nature-là n'aient pas été faites avant. Un médecin légiste peut intervenir très rapidement lorsqu'on lui demande d'intervenir. Pourquoi a-t-on attendu 10 jours? Jusqu'alors administrateur de la crèche, Stéphane Keller craint d'avoir été victime d'une calomnie. Il envisage de porter plainte. On a tiré plusieurs balles sur un avocat hier soir en plein Paris. L'homme s'appelle Karim Achoui. Il a défendu de nombreuses figures du milieu, notamment le braqueur Antonio Ferrara. Il est toujours ce soir dans un état grave. Frédéric Crotta, Michael Cario. L'avocat des voyous. À 39 ans, Karim Achoui portait depuis longtemps cette étiquette. Il en joue à chaque apparition. Il sortait hier de son cabinet boulevard Raspail en plein Paris quand 2 hommes à scooter ont fait feu sur lui. 2 balles de 11,43, l'une dans le dos, l'autre à la cuisse. J'ai entendu du bruit et puis des cris. Et donc j'ai ouvert mes volets et j'ai vu qu'il y avait du verre là qui était sur le trottoir. Et puis une jeune fille là qui pleurait et qui téléphonait, qu'il fallait appeler la police. Issu d'un milieu très modeste, Maître Achoui s'est fait une réputation à l'odeur de soufre. Il assure la défense d'Antonio Ferrara, un braqueur multirécidiviste dont l'évasion très spectaculaire de la prison de Fresnes en 2003 marque encore les esprits. 2 ans plus tard, Karim Achoui est mis en examen dans cette affaire pour complicité, ce qu'il a toujours nié. Laissé en liberté, il devait comparaître aux assises en quelques mois. Qu'est-ce qu'on me reproche? Je ne le sais pas. Alors si, on me reproche d'avoir été à un moment de ma carrière professionnelle l'avocat d'Antonio Ferrara. Autre client de poids, les frères Ornec, considérés, ni plus ni moins, comme les parrains du milieu parisien. Karim Achoui ne cachait pas sa proximité avec les truands. Et à ce journaliste rencontré récemment, il avouait connaître les risques du métier. Il m'a même dit un jour, faire ce métier c'est infernal, on risque de se prendre tôt ou tard 2 balles dans la peau. Quelques heures avant d'être abattu, Karim Achoui était condamné à 12 mois de prison avec sursis pour une affaire de faux en écriture, l'opposant à son ex-femme. Actuellement en soins intensifs à l'hôpital Georges Pompidou, l'avocat est toujours entre la vie et la mort. L'enquête sur ce guet-apens risque d'être longue. Une perquisition de la brigade criminelle est actuellement en cours au cabinet d'avocats. Environnement avec une première en France, l'usine Toyota de Valenciennes s'était engagée à devenir un exemple en matière écologique. L'entreprise s'était fixé un nouveau défi, 0 déchet incinéré. À quoi tout cela correspond vraiment? L'usine a-t-elle tenu ses promesses? Luc Bazizin et Régis Maté sont allés sur place. Le constructeur est dans le pré. À Onin, près de Valenciennes, Toyota produit chaque année 250 000 voitures, la Yaris. Et pourtant, aucun déchet ne part ni à la décharge ni vers l'incinérateur. Même l'eau est recyclée dans ces grandes cuves, une station d'épuration intégrée à l'usine qui permet de retirer toutes les impuretés. On va refaire de l'eau osmosée pour la redistribuer dans l'usine.
Et puis après, en deuxième matière, on a les boues qu'on va compacter donc à travers des filtres presse et puis qu'on va envoyer en cimenterie. Soit un total de 600 tonnes de boue ainsi récupérées chaque année. On a ici en fait un gâteau de boue physico-chimique. Alors ça reste un coût parce que le retraitement de ce type de matériaux reste coûteux derrière, mais un coût qui est nettement moins important que pourrait l'être l'incinération ou la mise en décharge de ce produit-là. Mais écologie peut aussi rimer avec économie. L'acier coûte cher, alors après la découpe, les chutes sont récupérées, compactées puis recyclées à nouveau. Rien ne se perd, tout se récupère. Il n'y a aucun endroit avec une petite pancarte marquée Toyota, vous avez les déchets Toyota, puisque tout est recyclé. Une tonne de déchets en décharge, c'est entre 50 à 100 euros la tonne. Donc vous voyez ce que nous n'avons pas dépensé pour cela. Et sur les chaînes de montage, tout est trié, même la moindre capsule en plastique. Économiquement, je dirais que c'est un bilan positif. Ce déchet va se transformer en ressource, ce qui permet d'avoir des recettes. Chaque Yaris produite génère 9,5 kg de déchets. La moitié est directement recyclée et le reste utilisé comme combustible pour la fabrication. Toyota s'est forgé une image propre. Fabriquer écologique semble maintenant inspirer tous les constructeurs. Et à l'échelle de la planète, la prise de conscience écologique est, vous allez le voir, variable. Prenons la direction du Kyrgyzstan avec une décharge que l'on croit sortie d'un autre temps, vestige de la plus grande usine d'ampoules électriques de l'ex-Union soviétique. Ici, des familles, des enfants fouillent au péril de leur vie cette montagne de débris de verre. Regardez ce reportage de Anne Poncinet et de Xavier Luizet. À 12 ans, Murat passe le plus clair de son temps libre à porter des sacs de verre pilés. Sous ses pieds, des tonnes et des tonnes de verre, des résidus d'ampoules qui recèlent un trésor, leur fil de nickel pur. Ici, ça vaut 18 € le kilo. Toute la famille de Murat travaille sur la décharge. À nous quatre, on gagne entre 16 et 20 € par jour. Le tas de verre est immense. Pendant des années, à l'époque soviétique, l'usine d'ampoules voisine y déversait une dizaine de camions par jour. Désormais, c'est une ruche où l'on vient de toute la région parce que le coton, la culture traditionnelle, rapporte de moins en moins. Le coton, ça rapporte 1 € par jour. C'est pour ça qu'on préfère venir ici, parce qu'1 €, ça ne suffit pas. Chaque zone de fouille a son propriétaire, qui veille à ce que chacun lui reverse sa quote-part. Le retour sur investissement, car la concession lui a coûté 30 000 €. C'est la ruée vers le nickel. Malgré les risques, malgré les falaises de verre instables qui ont déjà tué 6 personnes depuis l'an dernier. Ils creusent de grands trous et travaillent tout au fond pendant toute la journée. C'est là que ça peut s'effondrer et les ensevelir. Les autorités municipales affirment avoir tout tenté, même la méthode forte, pour fermer le site. En vain. On interdisait l'accès au site. Les gens ont protesté, ils ont commencé à s'énerver, à jeter des pierres sur la mairie. Ils nous menaçaient. Irina rapporte sa récolte du jour. Un moulin va extraire le précieux métal dans un nuage de poussière de verre que tous ici respirent quotidiennement. Et c'est la paye. Il y en a pour 485 grammes. Et c'est bien ? Non, aujourd'hui c'est pas terrible. Les rumeurs disent que ce nickel est racheté en Europe. En fait, nul ne sait vraiment. L'usine d'ampoules, elle, existe toujours. Mais c'est désormais une entreprise privée, russe. Le très dynamique nouveau patron explique qu'aujourd'hui, la production se fait sans déchets. Il suffisait d'y penser. Quand on a du surplus de verre, on le coupe. Et il tombe par un tube dans un conteneur souterrain. Et dès qu'il est plein, on le remet au four. Mais que faire de celui de la décharge qui attire les plus pauvres comme un aimant? Techniquement, il serait peut-être possible de recycler tout ce verre, mais il y a un autre problème, c'est que dans cette vallée sont également entreposés des déchets radioactifs provenant d'une mine d'uranium voisine, aujourd'hui fermée, ce qui complique sérieusement le travail de nettoyage de ce site. Une visite, celle de Tony Blair au Vatican. Après le sommet de Bruxelles, le Premier ministre britannique, accompagné de son époux, Thierry, a été reçu ce matin pour une audience privée par le pape Benoît XVI. Tony Blair, l'anglican, est revenu sur l'information qui faisait état de sa future conversion au catholicisme. Il a indiqué que cette question n'était pas encore complètement résolue.
Autre visite, celle du président de la République Nicolas Sarkozy au salon du Bourget. Le chef de l'État qui, lors de son discours, a demandé une remise à plat des programmes militaires. Il a lancé une nouvelle réforme ambitieuse, celle de la taxe professionnelle qui pèse sur l'industrie. Nicolas Sarkozy qui a également annoncé que le sommet franco-allemand prévu le 16 juillet prochain se tiendrait à Toulouse, chez Airbus, invitant à cette occasion l'ensemble des actionnaires. Et il y avait beaucoup de monde aujourd'hui au salon de l'aéronautique pour venir admirer les avions au sol, mais surtout dans les airs, avec une ovation pour le chouchou, l'A380. Patrice Pellet, Guillaume Michel. Au Bourget, cet après-midi, ils sont plusieurs milliers à tourner autour des avions. Quand dans cette foule, nous rencontrons tout à coup François Xavier, il nous demande de l'aide. Ah oui, on aimerait bien monter dedans. Si vous pouviez nous aider à faire à visiter, ça serait sympa. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voilà dans le bijou des avions d'affaires, le Falcon 7X, 45 millions d'euros. Alexis, tu viens? Pendant quelques instants, sa vie bascule. Tu imagines très bien faire des petits allers-retours à New York chaque semaine. Non, effectivement, moi je suis impressionné. C'est un peu bas de plafond quand même, hein, pour ce prix-là. Bon, pour l'achat, on verra plus tard. Un peu plus loin, un technicien d'Eurocopter donne quelques infos sur sa machine. Siège blindé. Oui. Éjectable. Alors pas de système d'éjection sur cette machine. C'est intéressant parce qu'on a un peu de tout. On a des gens qui sont très passionnés, des curieux. Donc bon, on vise toute la même passion. Mais ce qu'ils sont surtout venus voir, c'est le géant des airs, l'A380. Il est 14h20 quand il s'aligne sur la piste, puis décolle sous les vivas. Impressionnant, pas mal. Une démonstration de 6 minutes dont ils se souviendront longtemps. 450 tonnes qui glissent dans le ciel, l'envie d'être à bord, d'aller au bout du monde s'empare de tous, jusqu'à l'instant où l'A380 se pose et le rêve se termine. Le ciel et l'espace maintenant avec le retour sur terre d'Atlantis. La navette américaine a atterri sur une base militaire en Californie et non pas en Floride comme prévu pour cause de mauvais temps. Et c'est un succès pour cette mission de 2 semaines qui a permis de poursuivre la construction de la Station spatiale internationale. Elle rejoindra dans quelques jours la Floride sur le dos d'un 747. Retour en France avec une première, il s'agit de détecter les consommateurs de drogue au volant pour un test de salive. Michèle Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur, l'avait annoncé en début de semaine. Eh bien, les premiers essais ont eu lieu hier soir dans 3 régions, comme ici, dans les Pays de la Loire, à Clisson. Éric Pinault, Gabriel Camilla. Contrôle de gendarmerie hier soir aux abords d'un festival en Loire-Atlantique. Pour la première fois, les gendarmes utilisent des tests salivaires pour détecter la consommation de stupéfiants chez les conducteurs. Donc le principe il est simple, hein. À l'aide de ce petit support là. Je vais prélever un peu de salive sur le conducteur du véhicule. En quelques minutes seulement, le test livre ses résultats. Les régions Centre, Lorraine et Pays de la Loire vont expérimenter 3 types de matériel différents tout l'été. Gendarmes et policiers seront ensuite équipés du meilleur test partout en France. De quoi donner à réfléchir aux conducteurs consommateurs. Je sais très bien que je ne fumerai pas, vu déjà que nous on est nouveaux conducteurs et que donc on a 6 points, ça y est, on fait une bêtise en conduite, on n'a plus notre permis quoi. Aujourd'hui, les dépistages sont difficiles à mettre en place car il faut conduire l'automobiliste suspecté chez un médecin pour une analyse urinaire. Une démarche fastidieuse qui pourrait disparaître. Nous n'aurons plus besoin d'être en présence d'un médecin et d'un cabinet médical puisque nous pourrons faire ces dépistages salivaires sur le terrain même. Donc nous gagnerons en efficacité, en rapidité, et donc on pourrait présumer, espérer qu'à l'avenir, on puisse arriver à un dépistage qui s'assimilerait à celui de l'alcoolémie aujourd'hui. Le test salivaire ne dispensera toutefois pas de la prise de sang, seul examen valide devant un tribunal. La cape de l'abbé Pierre qui lui avait été prêtée par un pompier durant l'hiver 1954 a été rendue symboliquement aujourd'hui aux sapeurs-pompiers de Paris. Le fondateur d'Emmaüs avait inscrit ce souhait dans son testament. Emmaüs qui entend poursuivre la mission de leurs compagnons. Demain, des milliers d'objets seront d'ailleurs vendus au profit de la communauté. Ambiance avec Laetitia Legendre et Madi Diawara. Un salon qui démarre sur les chapeaux de roue. La journée commence à peine et les compagnons d'Emmaüs s'affairent déjà pour déballer leurs trésors.
Un étrange ballet de bric-à-brac, soigneusement sélectionné depuis des mois pour le salon. Le premier sans l'abbé, sans le père comme ils aiment à l'appeler, un absent tellement présent. Toutes les communautés font pour que ça continue dans le bon sens. Et Emmaüs est toujours vivant. Ah oui, ça c'est notre rôle maintenant. C'est à nous de prendre la relève. Continuer le combat coûte que coûte. Car les 6 derniers mois ont été durs pour les communautés. La mort de l'abbé Pierre, le départ de Martin Hirsch, qui a quitté la présidence d'Emmaüs pour rentrer au gouvernement Fillon, et venait, cet après-midi, saluer les compagnons. J'ai quitté Emmaüs pour prendre ces fonctions-là. C'est parce que je suis persuadé qu'on peut faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur. Si je pensais que c'était pour la figuration ou la galerie, je ne serais pas allé là. Franchement, je trouve ça un peu regrettable qu'il l'ait fait dans le sens vers ce gouvernement-là. Si ça peut aider justement les communautés, les bien placés, maintenant il est bien placé. Ultime hommage, la légendaire pèlerine noire de l'abbé Pierre a été remise cet après-midi aux pompiers de Paris par le nouveau président d'Emmaüs, un avocat qui entend bien garder son indépendance. Notre esprit critique s'exercera toujours, notre protestation nécessaire s'exprimera également et évidemment on ne fera pas de la critique systématique mais pas de la collaboration qui serait éventuellement coupable. Demain, à la porte de Versailles, les chineurs vont pouvoir s'échiner, attraquer des objets qui trouvent ici une deuxième vie et surtout permettent aux hommes de prendre un nouveau départ. Sport pour ceux qui aiment le football, l'équipe de Barcelone ressemble de plus en plus à une équipe de rêve. Sa nouvelle recrue s'appelle Thierry Henry. Je vous l'annonçais hier soir, l'attaquant français l'a confirmé ce matin à nos confrères de l'équipe. Il quitte le club de sa vie, Arsenal, pour le club de ses rêves d'enfant, le FC Barcelone. Montant estimé du transfert, 24 millions d'euros. Julien Benedetto. Henry et Ronaldinho bientôt sous le même maillot, voilà constituer l'un des plus beaux duos de l'histoire du jeu. À bientôt 30 ans, le meilleur attaquant français de la décennie quitte Arsenal. La presse catalane s'en délecte. Il signera lundi un contrat de 4 ans avec Barcelone. Salaire annuel 6 millions d'euros. De quoi relativiser la féroce concurrence qui l'attend au Barça avec Messi, Eto'o et Ronaldinho. C'est un grand joueur, c'est un mec que je m'entends très bien avec lui. Et bon, on va attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer, mais moi personnellement j'espère qu'il vient. Barcelone, c'est le club qui faisait rêver l'adolescent des Ulysses quand il peaufinait sa technique au centre de formation de Monaco. Le départ programmé de son mentor et entraîneur de toujours à Arsenal, Arsène Wenger, a précipité le transfert. En 8 ans à Arsenal, Henry, le serial buteur, a affolé les statistiques. 228 buts marqués, record de l'histoire du club. À Barcelone, Henry espère conquérir les 2 récompenses suprêmes qui lui échappent, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Il gardera son fétiche numéro 14, un maillot mythique à Barcelone, c'était celui de Johan Cruyff. Pour les amateurs de voile, c'est l'équivalent de la finale de la Coupe du Monde de football qui s'est ouverte à Valence aujourd'hui. La Coupe de l'América, c'est un Graal qui se mérite. Match opposant au meilleur des 5 manches, l'équipe suisse d'Alinghi qui détient le trophée et son challenger, Team New Zealand. Et c'est Alinghi qui a remporté la première manche aujourd'hui avec seulement 35 secondes d'avance. Le retour de Laure Manodou en France, ou plutôt une escale avant de repartir en Italie. La star de la natation est à Saint-Raphaël pour les championnats de France. L'occasion de retrouver ses amis, mais aussi de croiser son ancien mentor et entraîneur Philippe Lucas. Ambiance et atmosphère autour du bassin avec Olivier Théron et Raymond Chaplard. Détendue mais silencieuse, Laure Manodou arrive pour ses championnats de France avec son club du Canet, son club d'avant son départ pour l'Italie. Je fais pas d'interview. Je suis là pour bosser, ouais. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Philippe Lucas, son ancien mentor et entraîneur, d'arriver avec son style inimitable. Autour du bassin, la partie de cache-cache commence. Laure s'entraîne avec son nouvel entraîneur italien, Paolo Pinza. Philippe Lucas, lui, s'occupe de ses nageurs. Les regards et les trajectoires se croisent, mais ne se rencontrent jamais. Quand vous arrivez au championnat de France, vous êtes concentré sur vos nageurs. Je veux dire, il y a 25 nageurs que j'ai entraînés dans le bassin. Et voilà quoi, donc pour un moment, c'est autre chose. Il faut couper le cordon à un moment. Pendant que Laure s'entraîne, en signe d'apaisement peut-être, Philippe Lucas et Paolo Pinza se sont même serré la main. Après 1 heure d'entraînement,
Laure Manodou sort du bassin. Pas de commentaire sur Philippe Lucas, mais simplement le plaisir de nager avec ses amis d'avant. Ça vous fait quoi de retrouver vos anciens copains de... Ça fait plaisir. Esther Baron, la nouvelle protégée de Philippe Lucas, est très heureuse de retrouver Laure après ces 2 mois de séparation. Ça s'est bien passé, on a un peu parlé et tout. On s'est un peu couché tard, mais ça va. On a dit ce qu'on avait à se dire et ça fait du bien de se retrouver. La double championne du monde arrive en tout cas à Saint-Raphaël avec pas mal d'ambition. Elle est inscrite sur 9 épreuves individuelles et 3 relais. Elle aura, c'est certain, à cœur de prouver que son changement de vie n'a pas altéré ses incroyables capacités. Un peu de rêve maintenant avec des bijoux et l'une des dernières tendances. Voici la mode des pierres de couleur, des pierres plus rares et étonnantes les unes que les autres et qui selon leur couleur reflèteraient nos états d'âme. Estelle Collin, Olivier Roubert. On dit de lui qu'il est un agitateur de pierres précieuses. Ingénieur de formation, Lorenz Bäumer est aujourd'hui le plus jeune des joailliers. Sous ses doigts dansent tourmaline d'Afghanistan, émeraude du Pakistan, saphir rose du Sri Lanka, turquoise de Perse ou encore rubis de Birmanie. Une mine pour imagination fertile. Toutes ces pierres-là permettent aussi d'avoir plus de couleurs, de s'exprimer dans des volumes plus grands, parce qu'en tant que créateur, plus le volume est grand, plus on peut s'exprimer. Donc pour moi, c'est des pierres pour lesquelles j'ai une affection toute particulière. La première grande révolution de la couleur, on la doit à Bulgarie. En 1960, ce joaillier romain fait fondre Lise Taylor, Sofia Loren, Silvana Mangano pour ses cabochons joufflus comme des bonbons. Il aura fallu pourtant attendre un décret de 2002 pour que ces gemmes de couleur obtiennent tous la prestigieuse appellation de pierres précieuses. Et la star n'est pas forcément celle que l'on croit. Il faut savoir que le diamant, c'est quand même quelque chose de très commun dans le monde. Si on voulait tapisser une pièce de diamant, ce serait possible. Ce serait impossible avec ces pierres-là. Si vous voulez tapisser votre pièce de tanzanite, ce sera malheureusement pas possible. Ici, on a un spinel qui est une couleur bien rouge. C'est pas du tout un rubis, même si ça y ressemble. Les gens croient d'ailleurs que c'est du synthétique. En fait, pas du tout. C'est une pierre naturelle. Et là, on a une différence de valeur du simple au quadruple. La couleur, une valeur en hausse. Depuis plus de 10 ans, Marie-Hélène de Taillac crée en Inde des bijoux qui font rêver l'Occident. Elle a désacralisé le port des pierres précieuses et a largement contribué à leur retour en grâce. Le choix des clientes n'est jamais anodin, ça correspond à un état émotionnel. Par exemple, les femmes qui ont des peines de cœur vont très souvent acheter de la tourmaline rose qui guérit le cœur. Les femmes qui ont des envies de bébé vont aller vers l'opale de feu, qui est la pierre de la fertilité. Des collections d'une simplicité biblique, des bijoux à porter au quotidien, sans tapage ni fracas, juste pour soi. Si vous avez raté la naissance du rock'n'roll dans l'Amérique des années 50, courez à la Fondation Cartier à Paris. Elle propose une exposition d'objets d'époque ou encore de photos de cette révolution musicale. On y découvre notamment des portraits rares d'un tout jeune artiste devenu un mythe, Elvis Presley. Sophie Jouve, Didier Dahan. Voici l'occasion d'un retour en arrière d'un demi-siècle. L'occasion de redevenir un de ces auditeurs pionniers qui découvraient un courant qui allait révolutionner le monde. Tout a commencé en 1954. Premier single d'Elvis, première chanson rock'n'roll issue du blues noir et de la country blanche dans une société ultra conservatrice. On est dans une Amérique, il ne faut pas l'oublier, qui dans les années 40 est encore extrêmement raciste. Beaucoup d'États sont encore complètement dans la ségrégation. Et c'est cette Amérique très rigide, très conservatrice, qui va être le contrepoint contre lequel va se construire le rock'n'roll. D'Eddie Cochrane à Buddy Holly, de Chuck Berry à Little Richard, il n'y a plus de rock noir ou de rock blanc, mais bien des personnalités. Bref, c'était le premier métissage réussi de l'Amérique. Il n'y a plus de limites. Toutes les règles de politesse, de morale, tous les carcans sont jetés aux orties. Évidemment, l'exposition fait une place à la star absolue du rock. Mais grâce à des photos peu connues d'un tout jeune photographe à l'époque, il a pu mesurer le magnétisme d'Elvis.
Elvis faisait pleurer les filles. Et quand vous faites pleurer les filles, et là, je m'adresse à tous les musiciens inspirés, si vous y arrivez, c'est dans la poche. Ce voyage à l'âge d'or du rock se termine en 59 avec ses premiers héros. Buddy Holly et son groupe meurent en avion. Little Richard entre en religion. Elvis part au service militaire. Le rock n'est pas mort pour autant, mais en influençant tous les courants musicaux des années 60, il entre dans son âge classique. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci d'avoir suivi ce journal. Ne manquez pas la météo, Isabelle Martinet à 20h50. L'été est là avec la reprise de Fort Boyard. Je vous donne rendez-vous demain à 13h. Très belle soirée à vous.